Bonjour. Le calendrier ne nous étant pas favorable, j'ai décidé donc de vous inviter chez moi et donc de m'inviter un petit peu chez vous pour ce début de chapitre 1 du thème 3A immunologie qui donc est assez simple, qui a déjà été largement déblayé et défriché en TP et dont nous allons pouvoir revoir et noter l'essentiel avec donc force illustration et petit QCM intégré. Donc thème 3, corps humain et santé, chapitre 1, la réaction inflammatoire, une réponse immunitaire innée. Donc par immunité innée, on entend donc une immunité qui est opérationnelle dès la naissance et qui ne nécessite aucun apprentissage. On l'a de base par défaut. Cette immunité innée, elle est stéréotypée, c'est-à-dire qu'elle est toujours la même, et elle est peu spécifique, c'est-à-dire qu'elle va être dirigée contre tous les micro-organismes, voire des parasites, des vers, etc. Tous les micro-organismes, nous rajouterons une petite précision un petit peu plus tard, c'est tous les micro-organismes dangereux. En effet, de très très nombreux micro-organismes vivent à l'intérieur de vous sans que finalement vous ne cherchiez à les expulser ou à les détruire. Vous allez prendre donc votre ouvrage de SVT, le livre Nathan, et faire une étude rapide du document 1, page 310. Vous pouvez faire pause sur la vidéo pour ce faire. Et à partir du document, indiquer donc où se trouve dans l'arbre phylogénétique l'apparition de l'immunité innée, et puis, pour anticiper un petit peu, l'apparition d'une immunité dite adaptative, que vous aurez déjà étudiée donc lorsque vous verrez cette vidéo, au moins sinon étudiée dans le détail, au moins évoquée en TP. Donc une immunité adaptative qui implique des leucocytes que vous avez observés au cours de votre premier TP, tels les lymphocytes. Donc voilà le questionnaire concernant ce premier document. Donc d'après le document, prenez le temps de le lire et de réfléchir un petit peu, quand dater l'apparition de l'immunité innée dans le règne animal? Réponse: au-delà de 700 millions d'années, en effet, des phagocytes, c'est-à-dire des cellules capables de phagocytose, il peut y avoir plusieurs cellules capables de phagocytose, nous le reverrons plus tard, donc sont présents déjà chez le termite, qui est, rappelons-le, un insecte. L'apparition de cette immunité innée est donc antérieure à l'ancêtre commun du termite et des vertébrés. Deuxième question, l'apparition donc de l'immunité adaptative reposant notamment donc sur les lymphocytes date de, donc même chose, vous pouvez mettre le document, enfin la vidéo en pause et réfléchir un petit peu avant de répondre. Pause ou pas. Attention à la réponse. Elle est apparue donc puisque le requin possède des lymphocytes, d'après l'arbre, entre 450 et 500 millions d'années. Notons au passage une boulette majeure sur votre livre, qui marque l'apparition du caractère dérivé vertèbre, donc antérieurement à la lamproie, qui pourtant a des vertèbres et est un vertébré. Un vertébré qui ne possède pas de mâchoire inférieure, certes, mais un vertébré quand même. L'immunité innée, en conclusion, est partagée par la majorité des animaux. Voyons maintenant qui sont les acteurs de l'immunité innée, en particulier en commençant par les cellules. Vous les avez étudiés en TP, vous en avez fait des captures légendées, mais vous pouvez y retrouver des illustrations sur le document 1, page 280. On va commencer par ceux que vous avez observés sur les frottis sanguins au microscope, à savoir les leucocytes. Leucocyte étant synonyme donc à racine grecque de globule blanc, leuco blanc, cyte cellule. Donc les leucocytes circulants du sang. Donc vous avez identifié des monocytes, qui sont des leucocytes qui se transformeront en entrant dans les tissus en macrophages capables de phagocytose ou en cellules dendritiques.
sur lesquelles donc, nous reviendrons, parce que ce sont des cellules qui ont un rôle tout à fait particulier dans l'immunité humaine, et des granulocytes, reconnaissables à leurs noyaux qui paraissent parfois multiples, mais qui sont en fait lobés, et qui sont donc qui offrent aussi une grande diversité qui n'est pas étudiée au lycée, et qui sont également potentiellement aptes à la phagocytose après transformation. Alors, petite question d'observation, à partir de vos documents de TP ou bien de votre livre, ou de vos souvenirs. Sur cette photo de frottis sanguin, donc vue au microscope optique, est-ce que vous êtes capable d'identifier, j'ai placé les étiquettes dans le désordre, un lymphocyte, un globule blanc de l'immunité adaptative dont nous parlerons dans le chapitre 2, des hématies, c'est-à-dire les globules rouges ou encore érythrocytes, et les monocytes et les granulocytes évoqués juste précédemment. Donc, même chose, je vous laisse faire pause, réfléchir un peu, la réponse arrive maintenant. On identifie donc des granulocytes avec donc leur noyau plurilobé et qui semblent parfois multiples, un lymphocyte avec un noyau qui occupe quasiment la globalité du cytoplasme de la cellule, et un monocyte avec son noyau en forme de haricot, faute de mieux, et bien sûr les globules rouges, hématies, qui sont présentes en majorité parmi les cellules du sang. Donc les cellules actrices de l'immunité innée sont aussi des cellules présentes dans les tissus, des cellules dites sentinelles, parce que ce sont elles qui surveillent donc le corps et qui vont alerter en cas de danger les autres cellules, notamment les cellules sanguines circulantes, en cas d'agression. Il y a parmi elles donc les cellules dendritiques ou dendrocytes, qui sont des cellules dont les ramifications du cytoplasme, dendrite, on retrouve ce terme d'ailleurs utilisé pour les cellules nerveuses, permettent de surveiller le milieu extérieur. Là, les dendrites des cellules dendritiques n'ont pas du tout un rôle de récepteur nerveux. Les macrophages donc, sont des cellules spécialisées dans la phagocytose, et les mastocytes, très importants, qui sont des cellules sécrétrices d'un très grand nombre de molécules médiatrices chimiques, c'est-à-dire qui vont envoyer des messages dans leur parage. Alors, petite question également d'observation, même si là, ça repose davantage sur l'instinct et l'audio-description des cellules précédentes que sur votre expérience, puisque ce ne sont pas les cellules que vous avez observées au microscope en TP. Alors, à votre avis, s'agit-il ici en violet de dendrocytes, de macrophages ou de mastocytes? Je ferais bien une petite musique interlude à la flûte, mais j'ai pas ma flûte. Attention, réponse. Il s'agissait de dendrocytes dont nous voyons les prolongements dits dendritiques, même s'ils ne sont absolument pas nerveux, qui leur permettent en fait, de capter toute éventuelle menace dans le milieu extérieur. Même question concernant la cellule marquée ici par une flèche noire. Regardez bien donc sa forte granulation. Il s'agit d'un mastocyte dont les granules en fait contiennent les molécules messagères, médiatrices donc qui pourront être sécrétées en cas de danger pour alerter les petits camarades. Et enfin, nous avons ici affaire à plusieurs macrophages qui ont tous phagocyté, ou presque, pas tous, phagocyté donc des cellules bien rondes qui sont des petites levures. L'immunité innée ne nécessite pas d'apprentissage, elle est active dès la naissance et ses mécanismes d'action sont très conservés, très stéréotypés, et cela donc chez la plupart des espèces animales. Deuxièmement, la réaction inflammatoire est une réaction stéréotypée. Nous allons voir ces étapes en commençant par son démarrage, à savoir la détection du danger et la mobilisation des acteurs qui vont contrer ce danger. Cette réaction inflammatoire peut être déclenchée tout d'abord par des motifs moléculaires associés au pathogène. Attention, je vais me lancer. Dit donc Pathogens Associated Molecular Pattern, à savoir donc en abrégé, ça donne l'acronyme PAMP, qui sont présents chez tous les micro-organismes pathogènes et qui sont reconnus donc par des récepteurs PRR. Cette fois-ci, je vais vous le faire avec l'accent de Montélimar. Pathogens Related Receptor,
portés par des leucocytes sentinelles des tissus, les dendrocytes, les macrophages et les mastocytes. Donc les PAMP sont des molécules, des fragments de molécules, présents en grande quantité donc sur la plupart des micro-organismes dangereux, très conservés au cours de l'évolution car indispensables à la survie de ceux-ci. Ce sont par exemple, d'après le document projeté, des éléments de leur paroi pour les bactéries qui ont des parois. La reconnaissance des PAMP par les cellules de l'immunité innée passe par des récepteurs donc, de plusieurs types, TLR, SR, NLR, qui peuvent être membranaires ou bien internes aux endosomes, aux vésicules de phagocytose si vous préférez, et qui vont reconnaître donc la diversité des PAMP. La réaction inflammatoire peut être déclenchée, et j'avais eu des bonnes remarques d'ailleurs à ce sujet, également par des lésions. Les cellules abîmées libèrent en effet des molécules de prostaglandine qui vont alerter les cellules sentinelles. Des extrêmes de température, donc brûlure, engelure, peuvent causer des lésions cellulaires qui vont être à l'origine de libération donc, de molécules qui alertent les cellules sentinelles. Les ultraviolets, donc vous avez le coup de soleil illustré à la page de votre livre 279, les allergènes et les régions tumorales également illustrées dans votre ouvrage. En résumé, le déclenchement de la réponse immunitaire dépend de signaux de danger variés. Votre schéma bilan, distribué en même temps que le TP18, peut être déjà complété. Donc l'étape numéro 1 dit que suite à une lésion de la peau, des bactéries non tolérables parce que potentiellement pathogènes pénètrent dans l'organisme. Alors à ce moment-là, on va avoir l'activation des cellules sentinelles par le signal de danger. Elles vont alors, ces cellules sentinelles, sécréter des molécules messagers chimiques de l'inflammation. Toutes les sentinelles sécrètent ce que l'on appelle des chimiokines et des cytokines, dont la fonction est de guider les renforts venus du sang vers la zone où le danger s'est présenté, et aussi guider et transformer ces renforts parfois immatures en cellules capables d'éliminer la menace, c'est-à-dire capables de phagocytose. Phagocytose que nous détaillerons plus tard. Parmi les cellules sentinelles, les mastocytes, donc riches en granulation et donc grandes cellules sécrétrices par excellence, sécrètent, libèrent également, en plus des cytokines et des chimiokines, une molécule que vous connaissez peut-être de nom pour l'avoir entendu dans le nom de certains médicaments dits antihistaminiques, sur lesquels vous aurez un petit travail à faire. L'histamine est une molécule qui va avoir un effet sur les vaisseaux sanguins, provoquer la dilatation de ceux-ci, donc vasodilatation, et la perméabilisation donc des vaisseaux sanguins, qui sont à l'origine de l'œdème. Explication, un œdème est un gonflement d'un tissu qui est lié à son imprégnation par l'eau. Si les vaisseaux sanguins sont plus perméables, alors l'eau pénètre en quantité donc vers les tissus et gonfle ce tissu. C'est ce qu'on appelle un œdème. Et à l'origine de l'œdème se trouve l'histamine sécrétée par les mastocytes. Les mastocytes sécrètent également aussi des molécules dont nous avons déjà parlé, qui sont les prostaglandines, qui sont des molécules associées à la douleur et à la fièvre, donc à la partie douleur de la réaction inflammatoire. Sur votre schéma, finalement, les cellules donc lésées libèrent des molécules liées à un danger, et les bactéries donc sont reconnues par leur PAMP, donc par les cellules sentinelles, qui à la surface donc possèdent des récepteurs PRR qui vont reconnaître et fixer ces PAMP. Et quand un PAMP a été reconnu, eh bien, nos cellules sécrétrices, dendrocytes ici, mastocytes ici, donc, vont sécréter les molécules de l'organisme qui sont médiatrices donc, de chimiques de l'inflammation, cytokines, chimiokines pour alerter et guider les renforts donc, en provenance du sang vers les tissus, histamine qui va perméabiliser les vaisseaux sanguins, être à l'origine donc du gonflement, de l'œdème, et prostaglandines qui vont irriter les fibres nerveuses et seront à l'origine de la sensation de douleur.
Et donc cet afflux sanguin qui génère rougeur et chaleur, et gonflement donc avec les exsudats de plasma, c'est-à-dire les sorties de liquide sanguin, va amener aussi des leucocytes circulants à franchir la paroi des vaisseaux sanguins pour aller dans les tissus. Ce franchissement donc massif, très important de la paroi des vaisseaux par de nombreux globules blancs sanguins arrivés en renfort, est appelé diapédèse. Donc la diapédèse, c'est la sortie des globules blancs vers le tissu, donc c'est l'arrivée des renforts. Illustration donc d'un zoom sur une diapédèse, voir votre document 3, page 281. Donc alerté par les nombreuses molécules sécrétées par les sentinelles, les leucocytes sanguins circulants, granulocytes et monocytes, migrent en masse, en franchissant la paroi des vaisseaux sanguins, vers le tissu. C'est la diapédèse. Alors, une fois qu'ils ont pénétré les tissus, granulocytes et monocytes vont se différencier et participer à l'élimination des bactéries invasives et des cellules abîmées par le phénomène de phagocytose que nous allons détailler très prochainement. Très prochainement étant maintenant, la phagocytose, donc pour commencer, donc c'est un processus d'internalisation par une cellule dite phagocyte, soit d'une grosse molécule ou, le plus souvent illustré, d'une autre cellule dans le but de la digérer. On voit ici d'ailleurs notre phagocyte qui est en train, grâce à des extensions du cytoplasme appelées pseudopodes, de capturer une bactérie. Elle a internalisé déjà d'autres bactéries et a commencé de les digérer, celle-ci étant quasiment finie de digérer. Donc voici une petite animation de la phagocytose en vidéo. On va voir que ici le phagocyte, un macrophage, va se jeter donc sur ces petites baguettes qui sont des agglomérats donc de bactéries, un petit peu comme l'élève de TS4 sur le paquet de M&M's, et les internaliser et les digérer. Donc il les entoure, les englobe, les fait entrer donc dans son cytoplasme, et ensuite à l'intérieur de son cytoplasme va les associer à des enzymes digestives, et c'est bien sûr un time-lapse, hein, comme c'est indiqué en bas de l'écran, donc une version accélérée du processus, mais un processus qui est d'une efficacité redoutable. La phagocytose se déroule donc suivant des étapes elles aussi stéréotypées. Premièrement, reconnaissance de la particule à ingérer donc par notamment les récepteurs PRR. Endocytose, c'est-à-dire endo-intérieur cytose de la cellule, par englobement dans la particule dans ce qu'on appelle un phagosome, avec cela donc l'aide de prolongements cytoplasmiques mobiles, les fameux pseudopodes, terme que vous n'avez pas à retenir, pseudo signifiant donc presque, et pod patte. La digestion donc du contenu du phagosome grâce à un cocktail d'enzymes qui accélère les réactions chimiques, ici de digestion. Vous en verrez plus en spécialité pour les SPSVT. Puis donc il y aura rejet des déchets par exocytose qui formera le liquide nommé PU. La réaction inflammatoire est donc une première ligne de défense. Elle fait suite donc à une infection ou à une lésion d'origine variable et va mettre en jeu des cellules qui sécrètent des molécules à l'origine de symptômes stéréotypés décrits depuis longtemps. La rougeur et la chaleur donc liées à l'afflux important du sang vers la zone lésée. Le gonflement lié à la sortie de plasma sanguin sous l'action donc notamment de la molécule histamine sécrétée par les mastocytes, et la douleur qui dépend de la sécrétion de molécules de type prostaglandine qui irritent donc les fibres nerveuses et qui sont également sécrétées par les mastocytes. Troisièmement, le contrôle de l'inflammation. Il arrive que la réaction inflammatoire produise des effets néfastes sur l'organisme, comme dans le cas par exemple d'une réaction allergique. Dans ce cas, on utilise certains médicaments qui s'opposent au processus inflammatoire. Votre travail, à partir des documents des pages 298 et 299 des livres Bordas
que nous vous avons prêté ou vous pouvez venir retirer au labo, et de sources tant personnelles que diverses, intention d'adapter à votre niveau, expliquer comment les molécules d'aspirine et corticoïdes limitent-elles l'inflammation, et ensuite l'importance des comprimés d'antihistaminiques pour les personnes allergiques. Nous corrigerons cela la prochaine fois que nous nous verrons en cours. Voilà, donc le plus gros du chapitre 20 est déblayé. J'espère que vous aurez à la fois pu bien comprendre et mémoriser. C'est pas mal finalement les cours en vidéo, ça permet de faire éventuellement un cours en pyjama, ou en tout cas de le suivre en pyjama. Bon, soyez assurés que vous aurez probablement un petit QCM de compréhension et d'apprentissage sur ce chapitre 20 très très prochainement. Bon, d'ici là, bah, je vous laisse avec votre travail. Moi, j'en ai pas mal aussi, donc je vous dis à très vite.